Vous avez vu les gros titres, les prix du pétrole flambent, le détroit d'Ormuz, le Liban de nouveau attaqué. Cela semble soudain, ce ne l'est pas. En 1973, le monde a vu une guerre régionale devenir une crise pétrolière. Il a vu des États puissants agir rapidement et il a vu les vies palestiniennes mises de côté à nouveau. Cet épisode montre comment cette machinerie fonctionnait alors et pourquoi elle semble si familière aujourd'hui. C'est une guerre totale. Ils promettent de bloquer le détroit d'Ormuz. Le blocus militaire des navires quittant les ports iraniens a commencé lundi. Et maintenant, nous allons ouvrir le Golfe avec eux, avec ou sans eux. À cause de cette guerre, la plupart des producteurs de pétrole du Moyen-Orient ont réduit la production globale. Alors que Téhéran menaçait de riposter contre les ports de ses voisins du Golfe. La question est de savoir si les pays producteurs de pétrole utiliseront le pétrole comme une arme dans le nouveau conflit au Moyen-Orient. Un point de passage pour environ 20% du pétrole mondial. C'était pour protéger le Royaume-Uni. Cela a déjà eu un impact sur le Royaume-Uni. Plus de 100 frappes aériennes israéliennes ont touché de grandes parties du Liban. Et il est très important que nous ouvrions le détroit d'Ormuz. Le cessez-le-feu n'est pas nécessairement le mot qui vient à l'esprit. L'Iran a déclaré qu'il n'ouvrira pas le détroit tant qu'il n'y aura pas aussi un cessez-le-feu au Liban. Mais depuis le cessez-le-feu en Iran, Israël a intensifié ses attaques sur le Liban. Ils ont juste ciblé des civils. C'est un immeuble résidentiel, des personnes âgées, des enfants. Ne voulons pas nous retrouver dans une situation où il serait dit que nous avons commencé la guerre alors que nous n'en avons pas commencé une. Les maisons des résidents ont été détruites et des quartiers entiers ont été rasés, tandis que des routes d'au moins 80 mètres de large ont été tracées. Les attaquants répandent le mensonge qu'Israël a ouvert le feu. Nous ne voulons pas de cette opération d'élargissement des routes car il ne s'agit pas vraiment d'élargir les routes. Il s'agit de relocaliser les réfugiés de leur camp vers le Sinaï et la Cisjordanie et nous ne voulons pas partir. Après 1967, la région ne s'est pas stabilisée, elle s'est figée. Et cela compte parce qu'un gel n'est pas la paix. C'est ce qui se passe quand une crise cesse de bouger visiblement, tandis que tout ce qui est en dessous reste non résolu. Terres occupées, personnes déplacées, impasse diplomatique, humiliation, pression des colonies et la classe politique confondant pression suspendue et stabilité. Donc, quand les gens décrivent d'octobre 1973 comme une surprise, cela vous dit quelque chose de réel, mais pas assez. Cela vous dit comment l'ouverture a été ressentie, cela ne vous dit pas ce qui s'était construit en dessous. Ce mot surprise met en avant l'horloge. Il met en arrière-plan la structure. Parce que du point de vue de beaucoup de personnes puissantes, la région semblait tendue, oui, mais gérable, contenue, comme si l'ordre post-1967 pouvait tenir. Et cette mauvaise lecture compte, parce que si vous confondez une pause forcée avec la stabilité, alors quand elle se brise, vous pouvez l'appeler soudaine. Vous l'appelez irrationnel, vous l'appelez inattendu. Ce que vous ne faites pas, c'est demander qu'est-ce qui a été réprimé tout ce temps, et les Palestiniens étaient déjà à l'intérieur de cette structure bien avant les premiers coups de feu d'octobre. Ils n'attendaient pas en coulisses que l'histoire commence. Ils vivaient déjà dans l'après-vie de 1948 et 1967, dans des camps, sous occupation, sous administration, sous des promesses qui continuaient d'être prononcées et différées. Maintenant, c'est important, parce que cet épisode ne concerne pas les Palestiniens apparaissant soudainement lorsque les armées arabes bougent. Ils étaient déjà là, déjà déplacés, déjà comptés, gérés, enregistrés, rationnés, déjà en train de regarder les États parler autour d'eux. Donc cet épisode ne commence pas par une guerre aléatoire, il commence par une fausse accalmie qui se termine. C'est une guerre totale. C'est ainsi que le ministre israélien de la Défense, Moshe Dayan, décrit une invasion du plateau du Golan et de la rive est du Suez par la Syrie et l'Égypte. Les attaques surprises sont survenues tôt ce matin dans les airs et au sol. Les Égyptiens ont apparemment pris le contrôle d'au moins une partie de la rive est du Suez. Dayan dit qu'il faudrait plusieurs jours pour les en chasser, attribuant les succès égyptiens initiaux à la ligne mince des défenses israéliennes dans cette zone. L'Égypte maintient qu'elle a pris le contrôle de toute la plage. Sur le plateau du Golan, la Syrie affirme avoir pris certaines positions israéliennes, mais Israël dit que l'attaque syrienne est maintenant sous contrôle. Comme d'habitude, il y a des rapports contradictoires sur les pertes. Moshe Dayan a qualifié les pertes israéliennes de raisonnables. L'Égypte a annoncé qu'elle avait perdu 10 avions, mais qu'elle avait abattu 11 avions israéliens. Tout le monde s'accorde à dire que c'est le plus... Dès les premières heures, il y avait vraiment 2 batailles en cours.
L'une était militaire, l'autre portait sur la phrase « Qui a commencé cela ?» et qu'est-ce qui venait exactement de reprendre. Nous pensions. Vous avez entendu ce que le général Dayan a dit là, que vous avez commencé la guerre. Ambassadeur, pourquoi l'Égypte a-t-elle fait cela? À ma connaissance, c'est commun qu'ils ont commencé la guerre et l'agression depuis 1967. Mais l'ont-ils commencé? Dites-vous qu'ils l'ont commencé cette fois-ci, ou l'Égypte a-t-elle commencé le temps? Et ils l'ont commencé hier, quand ils ont lancé des attaques sur le golfe de Suez, sur la zone de Soukna et Zawiana. Et avant... Les Israéliens disent de manière catégorique que vous l'avez commencé cette fois-ci, et ils disent qu'ils ne commenceraient jamais une guerre le jour de Yom Kippour, l'un de leurs jours les plus sacrés. Non, je veux mentionner une chose importante. Quand les Israéliens ont dit cela, nous nous défendons notre sécurité sur nos propres terres. C'est à Sinaï. Sinaï tout entier est notre propre terre. Donc nous défendons nos droits, nous nous défendons sur notre propre terre, pas sur les terres israéliennes. Ah, alors dites-vous que si vous avez commencé l'attaque, c'était parce que c'était votre propre territoire. Nous avons commencé à traverser le canal après que les Israéliens ont attaqué. Parce que si cette guerre est présentée comme une éruption soudaine de calme, alors l'occupation devient un décor de fond, l'exil palestinien devient un dossier secondaire, et 1967 commence à ressembler à un chapitre clos au lieu de l'ordre instable qui a rendu 1973 possible. Mais si cette guerre est présentée comme une crise gelée qui se brise enfin, alors le premier jour semble très différent. Cela cesse de ressembler à l'histoire qui redémarre sans raison et commence à ressembler davantage à un système qui échoue en public, un système construit sur la victoire militaire, le retard diplomatique et l'hypothèse que les Palestiniens pourraient continuer à vivre dans un report permanent. Et tandis que les États se préparaient pour une autre guerre, les Palestiniens vivaient déjà dans le long délai entre la perte et le retour. Ce n'est pas un ajout émotionnel, c'est une partie du dossier politique. De longues heures passèrent avant qu'il y ait quelque chose à manger ou à boire. Omar n'avait jamais su ce que c'était que d'avoir vraiment faim. Mais maintenant, chaque jour, il avait faim. Il n'arrêtait pas de demander « Quand rentrons-nous à la maison ?» Mais il n'a jamais eu de réponse claire, ni de ses parents, ni de personne. Tout ce qu'il disait, c'était « Pas maintenant. Sois tranquille, sois un bon garçon et aide à veiller sur ta petite sœur. Ensuite, bientôt, nous rentrerons tous à la maison. » Donc cette histoire ne commence pas avec l'arrivée de la guerre. Elle commence par un ordre mal interprété qui cède. Et une fois cet ordre brisé, tout ce qui avait été traité comme arrière-plan, occupation, déplacement, retour, territoire, humiliation, attente, revient soudainement au premier plan. La première surprise n'était pas simplement que l'Égypte est attaquée, c'était que la traversée est réussie. Ce qui s'est brisé dans les premières heures n'était pas seulement une ligne, c'était une supposition, la supposition que l'alerte, la fortification et le temps ne tiendraient pas assez longtemps pour qu'Israël reprenne le contrôle, que le système construit après 1967 absorberait le choc en quelques heures et transformerait la panique en avantage. Au lieu de cela, le temps lui-même est devenu une partie de l'arme. Le temps de brèche a battu le temps d'alerte, et une fois que cela s'est produit, cela a cessé d'être un défi symbolique pour devenir une défaillance des systèmes vitaux. Sous un barrage de soutien de tirs de chars et d'artillerie, l'armée égyptienne a retraversé le canal. Il n'y avait pas d'opposition. L'armée israélienne était à 15 miles de là et personne ne les avait informés. Les premières cibles étaient les 35 forteresses Bar Lev sur la rive du canal, occupées par seulement 1000 soldats israéliens. Sans recul de 107 mm ont ensuite ouvert un chemin pour l'infanterie à travers les fields et les mines. Des mortiers lourds tirant
à 8 miles de distance, ont bombardé l'intérieur des forteresses. Ils ont forcé les Israéliens à se réfugier dans leurs bunkers souterrains profonds et à garder la tête baissée pour l'infanterie qui traversait. Ils ont atteint directement leur cible, un drapeau israélien préparé par les Égyptiens. De l'infanterie était de maintenir une tête de pont dans le Sinaï pendant 48 heures avant que les chars et l'artillerie puissent être amenés. Étaient les remparts de sable construits par les Israéliens. Ils mesuraient jusqu'à 100 pieds de haut et nécessitaient des échelles pour être escaladés. Ils ont d'abord hissé leur drapeau. C'était une démonstration d'héroïsme égyptien. En octobre dernier, c'était une mitrailleuse. Dans la deuxième vague sont arrivés les canons d'infanterie portables et les roquettes. Allahu Akbar. Dans des valises sur leur dos, ils sont arrivés avec une roquette anti-char Sager secrète qui a dévasté les chars israéliens, mais ils ont donné un avertissement équitable aux Israéliens. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ainsi, avec des cris de « Dieu est grand, j'ai une cible en vue », ils ont pris d'assaut la ligne Bar-Lev avec des lance-flammes, des roquettes et des fusils. Et ce n'était pas seulement dans le Sinaï. Le Golan n'était pas là pour un équilibre dramatique. C'était une véritable crise de second front. Au même moment où l'Égypte traversait le canal de Suez, sur les hauteurs du Golan au nord d'Israël, la Syrie rejoignait la mêlée. Le président Hafez a parlé en premier. Je lui ai dit que le moment était venu. Et il m'a dit, avec la bénédiction de Dieu, vous avez le temps. J'ai décroché le combiné téléphonique et donné le code pour l'opération offensive. C'était Badr. Les avions syriens ont commencé la guerre par une frappe aérienne massive sur les positions israéliennes dans le Golan. Quelques minutes plus tard, 1000 pièces d'artillerie ont ouvert le feu, ouvrant la voie à l'assaut terrestre. 3 divisions d'infanterie syrienne formées de 40 000 soldats et 600 chars ont traversé la ligne pourpre, la ligne de cessez-le-feu après la guerre de 1967. 2 heures après le début de la guerre, les Syriens ont remporté leur première victoire significative en capturant l'Oeil d'Israël, un point de vue israélien clé à 2000 mètres d'altitude au sommet du mont Hermon. Les forces ont débarqué, les forces sont arrivées et les forces de commando syriennes sont intervenues pour mener l'opération. Ils ont avancé par voie terrestre et ensuite un débarquement aérien a suivi au-dessus du mont Hermon. Ils ont réussi à capturer les forces israéliennes sur le mont Hermon. Ils se sont rendus et le drapeau syrien a été hissé sur le mont Hermon. C'était la meilleure nouvelle que nous ayons reçue dans la première heure. Les parachutistes syriens ont été rejoints par une unité de commando palestinien. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela faisait. C'était comme si pour la première fois vous repreniez quelque chose à l'occupant israélien. La bataille pour le poste avancé n'a duré que 45 minutes. 13 soldats israéliens ont été tués, 31 faits prisonniers. Derrière moi, ils sont effectivement entrés dans l'observatoire, accompagnés de personnel russe et est-allemand qui ont démonté tout l'équipement là-bas. Et ils ont vraiment passé devant nous en transportant l'équipement qui se trouvait auparavant dans l'observatoire sous l'armée israélienne. Face à l'assaut massif au sol syrien, se trouvait une ligne défensive israélienne en infériorité numérique, gardée par 200 soldats israéliens et 10 postes avancés et 2 brigades blindées, comptant presque 180 chars. J'ai regardé vers l'est et j'ai vu des traînées de poussière venant de l'est. Et bien sûr, il y avait des chars se dirigeant vers nous. À mesure qu'ils avançaient, l'obscurité avançait aussi. Nous avons commencé à tirer sur eux à longue distance. Les portées étaient de 4-5 kilomètres. Nous avons essayé de retarder leur attaque contre nous. Et juste au moment où nous nous approchions d'un point où nous pouvions les atteindre, l'obscurité est tombée. À
la tombée de la nuit du premier jour, en passant par des trous non gardés dans la ligne israélienne, les chars syriens pénétreraient dans le centre du Golan, autour de la ville clé de Quneitra, capitale des hauteurs occupées. La deuxième nouvelle était que la 7e division avait franchi les lignes de Quneitra et était maintenant aux portes de Quneitra. La troisième nouvelle était que la 9e division avait atteint Al-Kushniya, une ville appelée Al-Kushniya. Elle se trouve également au sud de Quneitra, ce qui signifiait que Quneitra avait été entourée de plusieurs directions. Elle se trouve également au sud de Quneitra, ce qui signifiait que Quneitra avait été entourée de plusieurs directions. Encore plus de chars syriens avaient maintenant avancé dans le sud du Golan, formant une avancée et reprenant une grande partie des hauteurs stratégiques. À minuit, les Syriens avaient fait des gains majeurs. Cela compte car les résumés ultérieurs réduisent ces premiers jours à une phrase simple. Attaque arabe, récupération israélienne, réinitialisation diplomatique. Mais sur le terrain, cela ne semblait pas si simple. Cela semblait contingent. Cela ressemblait à des avertissements mal interprétés, des réserves précipitées, des routes exposées, et la possibilité très réelle que les choses pourraient aller bien pire que ce que l'histoire rétrospective finale admet généralement. En quelques heures, près d'un quart de million d'Israéliens seraient mobilisés. Ces réservistes étaient un soutien vital. Sans eux, les forces régulières faisaient face à une énorme supériorité numérique arabe. Les Syriens avaient calculé qu'il faudrait 24 heures aux réserves israéliennes pour atteindre le Golan. En fait, les premiers chars étaient là avant minuit à la fin du premier jour, seulement 15 heures après leur mobilisation. Cette différence de 9 heures allait s'avérer cruciale. Essentiellement, une fois que les Syriens échouent à le prendre en 24 heures, à ce stade, les Israéliens commencent vraiment à s'organiser et une victoire syrienne devient de moins en moins probable car Israël est mobilisé. Au lever du jour, le deuxième jour, les commandants de chars syriens pouvaient voir à 15 km à l'ouest, jusqu'à la mer de Galilée et la ville de Tibériade. Mais également dans leur ligne de mire, des chars israéliens qui n'auraient tout simplement pas dû être là. Les Syriens avaient déjà commencé à perdre la guerre. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Dès que les chars de réserve étaient en place en moins de 24 heures, comme ma brigade, qui n'avait pas été mobilisée. Mais laissons de côté toute la question de la mobilisation pour l'instant. Ce n'est pas important ici. Déjà après 15 heures, les chars de réserve ont commencé, un par un, à remplacer les forces régulières pendant la bataille nocturne entre le 6 et le 7 octobre. Peu après l'aube, ignorant le fait que les Israéliens s'étaient mobilisés avec succès pour les rencontrer, les Syriens ont lancé leur assaut de chars planifié. Leur principal objectif était Nafa, le centre de commandement avancé israélien et le carrefour stratégique qui contrôle le Golan. Après avoir capturé Nafa, les Syriens se dirigeraient vers l'ouest, vers le pont Bnot Yaakov sur le fleuve Jourdain. Le pont était à moins de 15 km et au-delà se trouvait le territoire israélien. Les Israéliens étaient au bord du désastre. Et soudain, à Nafa, les Syriens étaient attaqués de 3 ou 4 directions. Ils étaient sous le feu et les Syriens ont été arrêtés. Certains d'entre eux ont même dépassé Nafa, mais là, nous avons stoppé les Syriens. Et là, dans la bataille qui a duré jusqu'à la nuit du 7 octobre, nous avons progressivement réussi à chasser les Syriens de Nafa. Et la rupture ne s'est pas limitée aux cartes. Elle s'est immédiatement déplacée vers l'arrière, dans les dons de sang, dans les alertes codées, dans les chaînes d'évacuation, dans le triage, dans le déplacement des enfants, dans la grammaire pratique de la guerre arrivant dans la vie civile. C'est l'une des choses que les résumés standards des champs de bataille aplatissent. Ils vous donnent des flèches et des armures. Ils ne vous donnent pas la logistique des corps. Un MiG syrien est apparu au-dessus de la ville à 3 heures de l'après-midi. Il a largué 4 bombes et s'est envolé. Les bombes sont tombées au cœur du village, juste à côté de la place centrale. C'était un impact direct sur 7 maisons résidentielles ordinaires qui se sont effondrées sur les personnes à l'intérieur. Sauvez mon enfant, ici.
Le bilan des victimes druzes sur le plateau du Golan depuis le début de la guerre ne laisse aucun doute sur les intentions des Syriens. 14 morts, 32 blessés, 4 bergers disparus et environ 100 maisons complètement détruites. Le leader druze sur le plateau du Golan décrit ce qui se passe ici. Il dit « Je ne sais pas pourquoi l'armée de l'air syrienne a bombardé la place Cham après le retrait de l'armée syrienne alors que les combats se déroulaient sur le front de Damas. Donc, à mon avis, cela vient d'une haine profonde dans le cœur des pilotes de l'armée de l'air. Les pilotes baptistes se sont vengés de cette ville paisible où il n'y a pas d'armée. Donc je dirige ces mots et cet appel pour dire que dans cette zone, il n'y a pas de force de défense israélienne. Elle est à la périphérie de Damas, combattant l'armée syrienne. Nous condamnons ces actions car dans cette ville, il n'y a que des civils non armés dans leurs maisons. Et tandis que les lignes de bataille changeaient, la vie des réfugiés ne s'est pas simplement arrêtée pour attendre que la géopolitique se termine. L'éducation, les cliniques, les rations, les soins familiaux, la routine du camp, tout cela a continué sous pression. Cela compte car cela empêche la condition palestinienne de devenir un chapitre final oublié. Même pendant la rupture, la vie du camp était toujours organisée autour de la survie plutôt que de la résolution. Aller à l'école l'après-midi. 2 équipes sont nécessaires à l'école en raison du grand nombre d'enfants voulant et ayant besoin d'éducation. Les activités préscolaires sont fournies par des agences bénévoles dans certains camps, mais la plupart des enfants doivent jouer dans les rues ou à la maison, comme les enfants Al-Jamal, qui jouent sur une balançoire de fortune dans leur cour en attendant que les pains frais de pain arabe sortent du four. L'UNRWA fournit une éducation à environ 340 000 enfants et avec l'augmentation naturelle de la population, cela augmente de quelques milliers par an. De nombreuses femmes sont déjà alignées au centre de santé de l'UNRWA, amenant leurs enfants pour des examens ou venant elles-mêmes pour des soins prénatals. Le programme de santé de l'UNRWA met l'accent sur la prévention et l'éducation à la santé en accordant une attention particulière aux soins des mères et des enfants car les habitudes de santé se forment dès le plus jeune âge et un traitement et un régime approprié maintenant peuvent prévenir des problèmes plus tard. L'UNRWA fournit également un programme d'alimentation complémentaire pour les enfants de moins de 6 ans et pour d'autres sur recommandation d'un médecin pour assurer un équilibre. À la mi-mois, la guerre devenait déjà quelque chose de plus grand qu'un champ de bataille. Parce qu'une fois que les premières hypothèses ont échoué, les puissances extérieures ont cessé de prétendre qu'elles ne faisaient que regarder. C'est là que la guerre cesse d'être seulement une guerre de ligne de front et devient une guerre de système. Non pas parce que les combats comptent moins, mais parce que maintenant les pipelines, l'influence, le contrôle de l'escalade et la gestion externe commencent à façonner ce que les résultats du champ de bataille sont même possibles. C'est pourquoi des mots comme soutien et pont aérien peuvent être trompeurs. Ils sonnent logistiques. Ils cachent la stratégie. L'annonce officielle du département d'État de ce qui était devenu une connaissance acceptée au cours du week-end, à savoir que les États-Unis ont commencé un pont aérien de fournitures militaires vers Israël. Bien que le porte-parole du département d'État, Robert McCloskey, ne l'ait pas dit, d'autres responsables ont déclaré que le pont aérien avait commencé dès la fin de samedi ou le début de dimanche. McCloskey a déclaré que certaines des fournitures avaient déjà atteint Israël, indiquant que le pont aérien avait commencé peu après que l'administration ait été convaincue que l'Union soviétique augmentait fortement son propre soutien aux Arabes. McCloskey a déclaré que l'aide américaine est conçue pour empêcher le pont aérien massif soviétique de perturber l'équilibre militaire dans la région. Il n'a pas dit quelles fournitures sont envoyées à Israël, mais a dit que les fournitures sont conçues pour compenser les pertes de l'armée de l'air israélienne. McCloskey a souligné un point, aucun personnel militaire américain n'est engagé dans les combats. C'est Paul Sisko au département d'État. Le dossier américain le plus clair ici n'est pas du tout neutre. C'est Kissinger qui parle comme un homme gérant les résultats, non seulement essayant de garder un allié en vie, mais s'assurant que la route vers tout ordre post-guerre passe encore par Washington. Ce n'est pas un langage d'arbitre, c'est un langage de levier. Depuis
le début des combats, des dizaines et des centaines d'avions comme ceux-ci ont atterri à l'aéroport de Lod. C'est le pont aérien américain qui a apporté des armes, des munitions et du matériel militaire ici tout au long de la guerre et après. Cette semaine, l'opération a été achevée. Chaque jour, les avions arrivaient les uns après les autres et déchargeaient leur cargaison. Les avions géants Galaxy déchargeaient plus de 80 tonnes chacun, tandis que les avions C-141 transportaient plus de 25 tonnes. Et le côté soviétique ne devrait pas être réduit à un vague. Ils ont aidé aussi. Cela était devenu une guerre de système mesurable. Livraison, itinéraire, horaire, contraintes, soutien, oui, mais aussi prudence. Influence, oui, mais aussi peur d'être entraîné trop loin. Les pertes s'accumulaient. En 10 jours, la Syrie a perdu 90 avions de combat, l'Égypte 85 et Israël 80. La Russie a commencé à transporter par avion des remplacements pour les Arabes, totalisant en 3 jours 4000 tonnes. L'Amérique a apporté une aide similaire à Israël. Cela compte, car une fois que les deux camps sont soutenus d'en haut, le champ de bataille cesse d'être toute l'histoire. Puis la guerre s'est de nouveau élargie. C'est le NBC Nightly News, mercredi 17 octobre, présenté par John Chancellor. Bonsoir. La guerre au Moyen-Orient a produit des développements dans le monde entier aujourd'hui. Le prix du pétrole. Les pays producteurs du monde arabe ont décidé d'utiliser leur pétrole comme arme politique. Ils réduiront la production de pétrole de 5% par mois jusqu'à ce que les Israéliens se retirent des territoires occupés. Si les pays arabes tiennent cette promesse, cela réduirait leur production de près de 50% en un an. Il y a eu des manœuvres diplomatiques aux Nations Unies, à Washington et au Caire. Et il y a une bataille de chars sauvages et peut-être décisive qui fait rage dans le désert du Sinaï. La décision de réduire la production de pétrole comme arme contre Israël a été prise lors d'une réunion au Koweït à laquelle ont également assisté les Syriens et les Égyptiens. Moins de pétrole arabe ne nuira pas beaucoup aux États-Unis, mais posera des problèmes assez graves pour les Japonais et surtout pour les pays d'Europe occidentale. Voici un rapport sur la réunion au Koweït. Même avant le début de la réunion d'aujourd'hui, il y a eu une annonce au Koweït que les prix du pétrole arabe allaient augmenter, une énorme augmentation votée lors d'une réunion nocturne, sans même consulter les acheteurs occidentaux. Ensuite, les ministres ont commencé ce qui devait être une réunion de 8 heures, aboutissant à leur décision de réduire le flux de pétrole vers l'Amérique et d'autres nations soutenant Israël. La réduction sera de 5% pour le premier mois et de 5% supplémentaires pour chaque mois suivant jusqu'à ce que les forces israéliennes quittent les terres arabes occupées. Les ministres ont ajouté un appel. Et c'est là qu'une autre expression aplatie doit être corrigée, crise pétrolière. Cette expression vous dit comment elle a atterri sur les marchés. Elle ne vous dit pas comment elle a été formulée par les personnes qui l'utilisent. Ce n'était pas juste une rareté, c'était une pression conditionnelle. Et ces conditions ne mentionnaient pas seulement le territoire de manière abstraite. Elle nommait le retrait, elle nommait les droits, elle nommait la Palestine. Cela ne signifie pas que la Palestine est soudainement devenue le centre de la préoccupation morale du monde, bien au contraire. Cela signifie que l'attention du monde s'est intensifiée au moment où l'occupation et les droits palestiniens sont devenus liés à quelque chose que les systèmes d'élite craignaient réellement, le pétrole, l'escalade, le risque d'alliance, la perturbation économique. Et ce contraste est important, car c'est le schéma, n'est-ce pas? Les Palestiniens sont nommés lorsque l'effet de levier est nécessaire, puis mis en arrière-plan à nouveau lorsque les livrables sont négociés. Est la nation industrielle la plus riche et la plus puissante du monde. Peu d'Américains n'ont jamais pensé que l'énergie. La crise a brisé la confiance des entreprises. Wall Street a chuté. Les économistes prévoient la plus grande récession depuis la Grande Dépression. Déjà, des gens sont licenciés et des entreprises réduisent leurs horaires. L'Amérique, le pays des opportunités. C'est ce que ce chapitre doit contenir. La guerre s'élargit vers le haut dans les systèmes, mais les personnes les plus invoquées par ces justifications attendent toujours vers le bas dans la vie de camp, le rationnement, les écoles, les cliniques et la question non résolue du retour.
Cependant, la ration est vue par les réfugiés palestiniens comme un symbole de leur statut et de l'engagement de la communauté internationale à les aider jusqu'à ce qu'un règlement juste soit atteint au Moyen-Orient. Mais alors qu'ils voient les services de l'UNRWA être réduits et avec la menace de nouvelles réductions, ils ressentent un sentiment d'abandon. Nous avons besoin de rations. Soit laissez-nous retourner dans notre patrie, soit donnez-nous de l'aide. Nous voulons retourner, et nous mangerions du sable si seulement... Puis est venu le langage du cessez-le-feu. Mais cessez-le-feu est l'un de ces mots qui sonne plus propre que la réalité qu'il décrit. Cela ressemble à un interrupteur. Ce que le dossier montre est quelque chose de plus désordonné, des papiers à la poursuite de la force. La séquence est importante, non pas parce que nous avons besoin de trivia bureaucratique, parce que la séquence est l'argument. Si une résolution avait suffi, alors il n'y en aurait pas eu une autre et une autre. Après plus de 2 semaines de guerre, il semblait que tout ce bain de sang était sur le point de se terminer. À New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 338, appelant à un cessez-le-feu. Monsieur le Président, nous croyons que la résolution qui est maintenant devant nous, si elle est fidèlement mise en œuvre par toutes les parties concernées, aboutira à l'établissement rapide et efficace d'un véritable cessez-le-feu au Moyen-Orient. Rien ne pourrait être plus important comme étape vers la paix. À la 3e semaine, les incitations avaient changé. La question n'était plus simplement qui avait attaqué et qui se défendait. C'était qui avait encore besoin de plus du champ de bataille avant qu'une ligne ne se fige. J'ai demandé à de nombreuses personnes qui étaient là à l'époque et elles m'ont dit que si nous avions vu ne serait-ce qu'un soldat battre en retraite, toute l'armée aurait battu en retraite. Peu après minuit, Sadat a quitté le centre 10 et est retourné à sa résidence. Il a convoqué l'ambassadeur soviétique et lui a dit que l'Égypte est prête à accepter un cessez-le-feu. Cette fois, cependant, c'étaient les Israéliens qui n'avaient aucun intérêt pour un cessez-le-feu. On peut dire qu'Israël avait un plus grand intérêt à ce que le cessez-le-feu ne prenne pas effet à ce moment précis, car ils avaient encore du travail à faire, encore du territoire qu'ils voulaient capturer. Troisième semaine de la guerre, les tentatives internationales pour négocier un cessez-le-feu au Moyen-Orient ont amené le monde entier au bord d'une confrontation nucléaire. C'est pourquoi le langage du cessez-le-feu et le mouvement continu coexistent dans ce chapitre. Un camp voyait encore des gains à sécuriser, un autre voyait le danger se rapprocher. Les superpuissances voyaient le risque d'escalade. Les Nations Unies produisaient des mots, le champ de bataille continuait de produire de la pression. Jusqu'à présent, la route de Suez n'a pas été coupée et ni la 3e armée ni la 2e armée n'ont été assiégées. Qui trompons-nous? Qui dit qu'Israël respecte les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU? À l'approche de l'heure du cessez-le-feu, le secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, est arrivé à Tel Aviv. Le cessez-le-feu qu'il venait d'orchestrer avec les soviétiques était arrivé trop tôt pour Israël. Ils étaient désespérés de continuer à se battre pour consolider leur position. Kissinger a accepté de fermer les yeux. On peut dire qu'Israël avait un plus grand intérêt à ce que le cessez-le-feu ne prenne pas effet à ce moment précis, car ils avaient encore du travail à faire, encore du territoire qu'ils voulaient capturer. Au matin du 23 octobre, les forces israéliennes sont passées à l'action, comme si aucun cessez-le-feu n'existait. 2 divisions blindées, commandées par les généraux Avraham Adan et Kalman Magen, se sont précipitées vers le sud, contournant les points de résistance égyptiens dans une course vers Suez. L'objectif était d'atteindre à moins de 80 km du Caire avec 3 divisions. Je pense qu'en considérant d'où nous sommes partis, atteindre là où nous sommes arrivés était un énorme accomplissement, mais nous avons payé le prix en sang. Dans mon bataillon, 6 de mes soldats ont été tués et presque 100 blessés. À la tombée de la nuit le 23, les Israéliens avaient réussi à couper la route le Caire-Suez et à contourner la ville de Suez pour atteindre le port d'Adebeya. La
troisième armée égyptienne, retranchée sur le côté est du canal, se trouvait maintenant assiégée, entourée par les troupes israéliennes de tous côtés. Il y avait bien sûr un état de choc et la peur d'une répétition de 67. Ce qui nous dominait alors était la peur que ce qui s'était passé en 67 puisse se reproduire et que nous étions maintenant à leur merci. À New York, à 23h, heure du Moyen-Orient, le 23 octobre, le Conseil de sécurité réuni a émis la résolution 339. Elle appelait à un nouveau cessez-le-feu devant entrer en vigueur à 7h le lendemain. Mais encore une fois, Israël devait rompre le second cessez-le-feu. Leur objectif était de capturer une grande ville, soit Ismaïlia, soit Suez, une ville avec un grand nom. D'une certaine manière, ils menaient en plus une bataille médiatique tout en voulant atteindre un objectif politique majeur. C'est pourquoi la phrase habituelle « l'ONU a négocié un cessez-le-feu » est trop simpliste. Pas exactement. Ce que les archives montrent vraiment, c'est que la surveillance, l'ambiguïté des lignes, la coopération, l'accès et la force sur le terrain comptaient toujours parce que les résolutions n'étaient pas auto-exécutoires. La paix n'est pas descendue parce que les diplomates l'ont écrite. Elle devait être imposée administrativement, et même alors imparfaitement. Le 25 octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU a émis la résolution 340, la troisième en moins de 4 jours, pour finalement imposer un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Le jour suivant, l'avant-garde d'une nouvelle force d'urgence de l'ONU est arrivée au front de Suez. Mais malgré leur présence, des escarmouches ont continué entre les troupes égyptiennes et israéliennes sur la rive ouest du canal. Donc cette violation a commencé presque immédiatement. Et pourquoi ? Parce que ce qui s'était passé lorsque la guerre s'est arrêtée, c'est qu'elle s'est arrêtée au milieu d'opérations militaires en cours, donc il n'y avait pas de ligne de démarcation naturelle. Les forces étaient presque mélangées sur le champ de bataille. Sans ligne frontalière claire entre les forces, une percée majeure était nécessaire pour mettre fin au combat et sécuriser le fragile cessez-le-feu de l'ONU. Elle viendrait lorsque les Égyptiens et les Israéliens se rencontreraient pour des négociations sur le champ de bataille pour la première fois dans l'histoire de 25 ans de l'État d'Israël. Sur le front nord, sur le plateau du Golan, la troisième semaine de la guerre d'octobre s'est ouverte avec les forces syriennes et israéliennes dans une impasse. Au moment où nous atteignons le kilomètre 101, nous ne regardons pas la fin nette de la guerre. Nous regardons le marchandage sur ce que la force a laissé derrière elle. Lignes d'approvisionnement, armées piégées, prisonniers, accès routiers, retards, leviers. Sur le front du canal de Suez, les choses n'étaient pas meilleures pour les Égyptiens. Les Israéliens avaient toute la troisième armée égyptienne assiégée sur le côté est du canal. 35 000 soldats coupés de leur ligne d'approvisionnement. Prenez seulement ce qui est suffisant pour vous, juste assez. Il n'a pas besoin d'être plein. Nous avions ce qu'on appelait une ration d'urgence. Qu'était-ce ? Exactement 3 petits paquets de biscuits et 2 blocs de pâtes de dattes. Cela vous donne suffisamment de calories pour une journée. Après cela, chaque personne devait faire durer cela 5 jours. Mais les Israéliens faisaient également face à un problème majeur. Pour la première fois dans l'histoire du conflit arabo-israélien, l'Égypte détenait un grand nombre de prisonniers de guerre. 230 au total. D'abord, c'était l'arrivée du premier prisonnier en Égypte. Cela a grandement boosté le moral de toutes les forces. À ce moment-là, la direction militaire a vu la nécessité de se concentrer sur lui et de mettre ses images dans les médias afin que ce moral soit élevé, non seulement parmi les forces armées, mais parmi tout le peuple. De retour en Israël, les manifestants ont rapidement envahi les rues, accusant le gouvernement de Golda Meir de ne pas en faire assez pour ramener les soldats capturés.
Golda Meir avait quelque temps auparavant proposé que des officiers israéliens rencontrent leurs homologues égyptiens et discutent, ce qui était le plus important pour elle, de la libération des prisonniers israéliens et aussi de parler de laisser passer des approvisionnements à la 3e armée. Mais elle a insisté sur une rencontre entre les Égyptiens et les Israéliens parce qu'à ce moment-là, les Égyptiens faisaient comme si Israël n'existait pas. Ils ne voulaient aucun contact avec eux. C'est donc une surprise lorsque les Égyptiens ont accepté de telles négociations. Le point de rencontre devait être une tente érigée au panneau indiquant 101 km jusqu'au Caire sur la route Le Caire-Suez. À 1h30 du matin le 28 octobre, et pour la première fois, les Égyptiens et les Israéliens allaient avoir des négociations directes. Mais les négociations sont rapidement devenues tendues, alors que les escarmouches continuaient dans la confusion du champ de bataille. Donc cette partie ne concerne pas la diplomatie remplaçant la guerre. Il s'agit de la diplomatie héritant de la pression inachevée de la guerre. Le langage du cessez-le-feu est arrivé avant que le cessez-le-feu n'existe, et la machine qui bougeait le plus vite tournait encore autour des États, des lignes, des forces et du levier. Alors qu'est-ce qui a changé? Beaucoup. L'invulnérabilité israélienne a été percée. Le levier égyptien a augmenté. La gestion de crise des superpuissances s'est accélérée. Le pétrole est devenu une arme à portée mondiale. La diplomatie a retrouvé du mouvement. Mais si la question est de savoir ce qui a changé pour les Palestiniens, la réponse est bien plus dure. Pas assez. Et la façon de le prouver n'est pas avec une tristesse vague, c'est avec l'architecture. L'architecture qui a bougé le plus vite après la guerre était encore construite autour des États, du territoire, des lignes, du désengagement, des conférences, du séquençage et des livrables. À l'intérieur de cette structure, les Palestiniens étaient encore traités plus comme un problème à gérer qu'un peuple à centrer. Ce n'est pas une figure de style, c'est ainsi que la machine de règlement a été conçue. Et c'est ce qui rend le contraste si net. Les droits ont été nommés, mais les premières choses concrètes qui ont bougé étaient ailleurs. Sièges, lignes, calendrier, dossier d'État. Le retour n'a pas bougé à cette vitesse. C'est là que la vie de camp compte tellement parce qu'elle vous permet de voir la différence entre garder les gens en vie et leur rendre justice. Si l'assistance est toujours décrite comme temporaire, en attendant une solution juste et que le système temporaire se durcit en un mode de vie, ce n'est pas un succès humanitaire. C'est un échec politique géré administrativement. C'est ce que la vie de camp enregistre si clairement, la vie scolaire, la vie de ration, la vie de clinique, les soins familiaux, la mémoire et l'attente. Avec une vie déjà limitée, fils de réfugiés, petit-fils de réfugiés, il est né dans un hôpital où de nombreux autres réfugiés palestiniens naîtront dans des maisons comme celle-ci, dans le camp de Bakar, au nord d'Amman, en Jordanie, qui abrite plus de 50 000 réfugiés palestiniens. Ils font partie des presque 2 millions de réfugiés palestiniens d'aujourd'hui, devenus réfugiés et laissés sans terre et sans abri par la guerre arabo-israélienne de 1948. Bakar commence à se réveiller. Les préparatifs de la journée commencent, le bourdonnement de la vie s'intensifie. Une famille de réfugiés palestiniens, les Al-Jamal, se lèvent pour commencer la journée dans leur minuscule maison de 3 pièces qui abrite 8 personnes. Les enfants sont nés réfugiés et leurs parents sont devenus réfugiés à un jeune âge. Bakar est presque une ville en soi avec des magasins, des services et un marché. La vie continue du mieux qu'elle peut dans un camp de réfugiés surpeuplés. La famille Al-Jamal, originaire de Lida, en Palestine, déracinée par la guerre de 1948, a fui vers un camp de réfugiés en Cisjordanie près de Jéricho. Avec la reprise des combats en 1967 et l'occupation de la Cisjordanie par Israël.
Et cela importe parce que les Palestiniens dans cet épisode ne devraient pas apparaître seulement comme étant agis. Ils apparaissent comme des personnes insistant, des personnes organisant la vie dans des conditions anormales, des personnes s'accrochant au retour, non pas comme une nostalgie, mais comme une clarté politique, des personnes refusant l'idée que l'exil géré est une réponse. Aller à l'école l'après-midi. 2 équipes sont nécessaires à l'école en raison du grand nombre d'enfants voulant et ayant besoin d'éducation. Les activités préscolaires sont fournies par des agences bénévoles dans certains camps, mais la plupart des enfants doivent jouer dans les rues ou à la maison, comme les enfants Al-Jamal, qui jouent sur une balançoire de fortune dans leur cour, attendant que les pains frais de pain arabe sortent du four. L'UNRWA fournit une scolarité à environ 340 000 enfants, et avec l'augmentation naturelle de la population, ce chiffre augmente de quelques milliers par an. De nombreuses femmes sont déjà alignées au centre de santé de l'UNRWA, amenant leurs enfants pour des examens ou venant elles-mêmes pour des soins prénatals. Le programme de santé met l'accent sur la prévention et l'éducation à la santé en accordant une attention particulière aux soins des mères et des enfants, car les habitudes de santé se forment dès le plus jeune âge et un traitement et un régime approprié maintenant peuvent prévenir des problèmes plus tard. L'UNRWA fournit également un programme d'alimentation complémentaire pour les enfants de moins de 6 ans et pour d'autres sur recommandation d'un médecin pour assurer un régime équilibré. De longues heures passèrent avant qu'il y ait quelque chose à manger ou à boire. Omar n'avait jamais su ce que c'était que d'avoir vraiment faim, mais maintenant chaque jour il avait faim. Il n'arrêtait pas de demander « Quand rentrons-nous à la maison ?» Mais il n'obtenait jamais de réponse claire, ni de ses parents, ni de personne. Tout ce qu'il disait était « pas maintenant ». Sois tranquille, sois un bon garçon et aide à t'occuper de ta petite sœur. Alors bientôt nous rentrerons tous à la maison. Mais les jours se transformèrent en mois. Des enfants naissaient, des personnes âgées mouraient et étaient enterrées loin de chez elles, mais tous étaient encore certains qu'ils verraient bientôt leurs arbres verts en Palestine à nouveau. En décembre 1948, les Nations Unies ont adopté une résolution qui disait que les réfugiés palestiniens souhaitant retourner chez eux et vivre en paix avec leurs voisins devraient être autorisés à revenir, et les autres devraient recevoir une compensation. Ainsi, Omar entendait cela encore et encore, mais il ne comprenait pas parce que si c'était vrai, alors ils devraient rentrer chez eux. La plupart des enfants sont internes. Voici Fadwa Mohamed qui est devenue sourde à l'âge de 5 mois à la suite d'une forte fièvre. Fadwa est l'une des enfants réfugiées palestiniennes de la Cisjordanie occupée qui vit dans le camp de Beit Jabrin à l'extérieur de Bethléem. Son père l'amène à l'école chaque jour. Les problèmes d'un handicap sont aggravés par les problèmes d'être un réfugié. Naître sourd est déjà assez difficile, mais naître sourd et réfugié palestinien est pire. Et ceux qui ont pu quitter leur pays, ils sont partis. Ce n'est pas de notre propre volonté, comme nous l'entendons souvent, que les Palestiniens ont quitté leur pays de leur propre volonté. Nous voulons utiliser notre esprit. Qui aime quitter sa maison, ses biens, sa terre, et devenir un réfugié vivant de la charité? Dire, s'il vous plaît, autre personne, donnez-moi la vie. Et l'un des plus vieux mensonges dans toute cette structure a encore besoin d'être interrompu, que les Palestiniens sont simplement partis par choix. Ce que les archives montrent à la place, c'est la continuité, l'exil comme un résultat politique maintenu. Pas un accident volontaire, pas un effet secondaire malheureux que tout le monde a regretté également, une structure. Et même ici, la précision compte. Le judaïsme n'est pas représenté par le sionisme. Cette distinction existait alors et elle importe maintenant. Ainsi, le verdict final sur 1973 n'est pas que rien n'a changé, mais que l'échiquier a changé d'une manière que le pouvoir pouvait enregistrer rapidement.
Doctrine militaire, levier pétrolier, gestion des alliances, ligne de séparation, séquençage diplomatique, tandis que la condition palestinienne plus profonde restait en place, la vie de camp, la vie scolaire, la vie de clinique, l'attente, la mémoire et leur retour différé. C'est la différence entre les promesses et leur concrétisation, et c'est pourquoi cette guerre appartient à la série. Pas parce qu'elle a résolu la question palestinienne, mais parce qu'elle a montré une fois de plus à quelle vitesse le monde peut bouger lorsque les États sont sous pression, et à quelle lenteur ils bougent lorsque ce sont les Palestiniens qui sont censés attendre. Dans le monde entier, mais avec une différence. Ils attendent aussi le jour où le problème palestinien sera résolu et le jour où un enfant palestinien ne sera plus. En 1973 et 1974, les calendriers de retrait ont bougé, le retour non. Maintenant, vous avez vu les archives. En 1973 et 1974, le monde a bougé rapidement pour les cessez-le-feu, pour les négociations, pour le désengagement et pour le pétrole. Il n'a pas bougé rapidement pour le retour palestinien. C'est pourquoi aujourd'hui semble si familier. Quand les États, les voies maritimes et les alliances sont sous pression, l'urgence apparaît du jour au lendemain. Quand ce sont les Palestiniens qui sont censés attendre, le retard devient normal. Et d'autres civils, au Liban et dans toute la région, sont laissés à en subir les conséquences, tandis que le pouvoir négocie au-dessus d'eux. C'est le schéma, c'est la machinerie, et c'est pourquoi cette histoire n'est pas terminée. Merci d'avoir regardé Protaion. Veuillez laisser un like et vous abonner. Cela aide vraiment à diffuser ces vidéos et me permet de continuer à faire cette série. Si vous ne l'avez pas déjà fait, consultez la série Palestine Deep Dive à laquelle cet épisode appartient. Veuillez laisser vos pensées et commentaires dans les commentaires, c'est très apprécié. Restez curieux, continuez à poser des questions et surtout, prenez soin de vous.